qui a donné mission au père spirituel et dialogue, oui ou non? Si oui, sous quel format? Bon, il faut dire ici que les pères spirituels, d'abord, en tant que l'église au milieu du village, ils avaient un cahier de charges. Bien avant. Bien très longtemps avant. Et ils avaient proposé. Mais comme l'orgueil avait atteint son paroxysme le plus élevé en étant chef de l'État, mon frère, on les a surnommés des politiciens en soutane. Tout simplement parce que ces derniers avaient quelque chose qu'ils pouvaient, des biens pour les pays. Mais aujourd'hui, monsieur se trouve coincé. Et pour sa propre vie, il se dit, il va recourir sur le politicien en soutane. Et le politicien en soutane, oui, nous, on n'a pas de problème. Mais nous, même si vous nous insultez, nous sommes des parents, nous sommes des curés, nous sommes des pasteurs. Donc, nous allons faire... Pour l'instant, c'est M. Fekidi Tshisekedi qui est allé vers eux et il leur a demandé leur secours. Et le gouvernement congolais devrait mettre tous les moyens en œuvre pour quitter l'EAC. L'EAC, Denis Mukwege avait interpellé à son temps. Il a été traité de tous les noms d'oiseaux. Et faire entrer, n'est-ce pas, les forces de l'EAC, ce serait extravertir la sécurisation des Congolais. Ça, c'est un domaine de souveraineté nationale. On ne l'avait pas compris. Et nous savons tous comment est-ce que les forces là de l'EAC ont quitté notre territoire. Quand vous suivez les déclarations des pays membres de l'EAC aujourd'hui, ils sont en train d'orienter les chefs de l'État à négocier directement avec le M23. Donc ils sont pro-M23. Ouganda, il n'y a pas d'hypocrisie. On connaît déjà les réactions du fils Mukwege, comme l'a dit mon aîné ici. Vous sentez qu'ils sont pro-Rwanda. Rwanda égale M23. Mais c'est que moi je dirais... M. Félix Tshisekedi ne doit pas y aller. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali Inoubliable avec le Wax de Maman Moseka. Quelques heures après l'audition du responsable de la maison militaire par le Conseil national de sécurité, CNES, le conseiller en matière de sécurité du président de la République, le professeur Jean-Louis Sambo, a aussi sauté. Et c'est l'ancien ministre en charge du numérique, Ebérandé Kolongele, qui vient en remplacement du professeur Essambo. Une cure sans complaisance. Jusqu'où le chef de l'État compte-t-il aller dans ce réaménagement? Selon une source bien introduite à la cité de l'OIA, d'autres changements ou réaménagements sont attendus dans les heures qui viennent avant le déplacement du chef de l'État pour prendre part à la réunion convoquée par l'EAC la SADC en Tanzanie, dans la ville d'Arusha. On reviendra largement sur l'actualité, et tout ceci intervient dans un contexte de crise après le contrôle de la ville de Goma par le militaire du M23. Et beaucoup d'actualités. On parlera également du plan de sortie de crise proposé par le père spirituel des églises protestantes et catholiques. Faut-il privilégier les dialogues à l'interne ou y associer aussi le M23 ou l'AFC, le Corneille Nangaa,
Allez, on a le plaisir de recevoir en ce jour, sur ce plateau, des figures. Marius Moubalama, qui nous retrouve après un temps d'absence prolongée. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci beaucoup, M. Gédéon, pour l'invitation. Nous sommes là. Ça a toujours été un plaisir de partager, de participer à ce beau plateau, n'est-ce pas, des communicants. Permettez-moi de saluer ceux qui seront en train de nous suivre en ce moment, mais également à mon co-débatteur avec qui nous allons partager ces bons moments républicains. Je rappelle que vous êtes Mukweguiste. Oui, je suis proche du professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui avant-hier a présenté de façon magistrale, n'est-ce pas, auprès du au Congrès, n'est-ce pas, de l'Union européenne, la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est du pays. Et il a interpellé, il a mis les députés européens face à les responsabilités, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans oublier que le Rwanda est un partenaire privilégié, n'est-ce pas, de l'Union européenne. L'Union européenne a signé des contrats, n'est-ce pas, avec le Rwanda, à ce qui concerne l'achat de matières premières venant de la République démocratique du Congo. Et pourtant, il y a eu des résolutions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne d'interdire l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant des zones de conflit dans notre pays, que Denis Mukwege a pu décrocher. Et la même communauté internationale, l'Union européenne, a violé cette disposition, et c'est regrettable. Et c'est ainsi que le Dr Denis Mukwege a fait un appel vibrant à l'Union européenne d'arrêter ou bien de cesser, n'est-ce pas, tout soutien au Rwanda, découper l'aide militaire au Rwanda, découper l'aide financière au Rwanda, ainsi que de prendre d'autres sanctions économiques contre le Rwanda, afin que ces conflits qui semblent être orientés vers la population civile puissent cesser. Parce qu'aujourd'hui, on est sans oublier que Goma fait face à... On n'est pas encore dans l'émission, on parlera de ce qui se passe à Goma et même de ce que préconise le docteur Denis Mukwege comme plan de sortie de cette crise. C'était juste une question pour l'entrée à la matière. Excusez-moi, je dois aussi présenter en face de vous M. Damien Terra Nova, c'est ça? Oui. Comment allez-vous? Nouvelle Terre? Oui, justement. Vous êtes latiniste ou... Non, c'est juste un nom que je porte. Oui, moi, merci pour l'invitation, M. Gédéon. Ça a été un privilège pour moi. Et c'est la première fois que je viens participer à votre émission. Je salue aussi mon co-débatteur, M. Marius Moubalama. Je salue M. Jean-Pierre Kayembe, qui est le patron de cette chaîne, et aussi tous les amis qui sont derrière la caméra et les régisseurs. Je salue ceux qui nous suivent, ceux qui vont nous voir pour la première fois sur votre chaîne. Et souvent, il y a deux tendances. Il y a ceux qui nous insultent à cause de nos opinions, et il y a ceux qui nous encouragent aussi. Donc, j'ai l'habitude de les saluer partout où je passe, parce que ce sont eux qui font que nous nous améliorons. Et puis... nous nous encourageons aussi. Merci beaucoup. Et je suis sûr et certain que le débat sera républicain et ça va apporter des éclaircissements à notre chère population. Merci beaucoup. On a bon espoir qu'on passera du bon temps de télé en compagnie de nos invités et que vos arguments, vos idées seront bien appréciés par notre grand public qui ne cesse de nous soutenir dans ce que nous faisons. On va faire l'analyse des différents plans de sortie des crises, mais bien avant, parlons de l'actualité, des sanctions à différents niveaux sont attendues après la chute de la ville volcanique de Goma par les rebelles du M23. Quelques heures déjà, on a appris de sources concordantes que le responsable de la maison militaire du chef de l'État, Franck Toumba, était auditionné par le Conseil national de sécurité. Et après, c'est le tour du professeur Jean-Louis Essambo de sauter pour être remplacé par l'ancien ministre en charge du numérique et qui était même ancien directeur de cabinet du chef de l'État, qui va donc être
le nouveau conseiller en matière de sécurité. Avant de parler du choix opéré sur Ibéran de Kolongele, parlons de la décision du chef de l'État. Dans un contexte de crise, on décide de faire partir ceux qui ont peut-être qui se sont illustrés ou qui se sont révélés par des résultats moins probants. Est-ce que la décision en ces temps-ci elle est bien justifiée par rapport à la situation que connaît notre pays à l'est du pays? Oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que on suppose que nous sommes dans un état de guerre et que toute trahison en état de guerre est passible d'une peine de mort. Et donc, la destitution de ces derniers, parce qu'ils sont au plus haut sommet de l'État, c'est une très grande responsabilité sur le plan sécuritaire, que ce soit celui du professeur Essambo ou celui de la maison militaire, parce que tout l'équipement de militaire passe par lui. Passe par lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça chez nous au Congo, mais je pense que c'est parce que c'est comme ça, et parce que ça passe par lui, il doit y répondre. Vous voyez? Parce que là, nous apprenons tout, hein? Même les mercenaires, les nombres de mercenaires déclarés, ce n'est pas les nombres de mercenaires trouvés sur place. L'argent, on a vu sous les réseaux sociaux, même l'argent qu'on leur payait, il paraît qu'il y avait un retenu de 40% à la source. Hein? Et tout ça, ça fait partie de la démobilisation des troupes au front. Et même, il aurait dit, hein, ces messieurs-là, a dit que c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas voulu combattre. Les mercenaires roumains. Oui, les mercenaires roumains, oui. Ouais, il a dit que c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas voulu combattre. Donc voilà, vous voyez, des choses comme ça, en temps de guerre, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Alors je reviens pour un nom, mon nom. Le nom, c'est que le Congo n'a pas déclaré la guerre à qui que ce soit. Le Congo ne fait que de se défendre. Okay. Vous voyez, donc on n'est pas en temps de guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un régime spécial. Parce que lorsque vous entrez dans le temps de guerre, on vous soumet sous ce qu'on appelle un régime spécial. Alors, nous ne sommes pas en temps de guerre. En tout cas, notre gouvernement n'a pas déclaré la guerre à qui que ce soit. Nous ne faisons que nous défendre. Et donc, je crois que c'est d'une manière classique que cette permutation s'est passée. Et bon, cette audition aussi, hein, je peux le dire. Pour vous, ces changements laissent entendre qu'il y a bel et bien malaise ou que le nommé a failli à ses responsabilités, à sa mission. Oui, justement. Parce que quand j'argumente sur mon oui, vous voyez, c'est parce que tout simplement, nous sommes agressés. Il y a eu une agression face à nous et le gouvernement, je veux dire, a mis de possibilités ou bien de moyens nécessaires pour contraindre cette agression. Mais voilà qu'il y a des personnes qui, eux, ont trouvé, c'était un moment pour eux de faire des affaires. Ils ont commencé à faire des affaires en oubliant qu'il y a des vies humaines. Aujourd'hui, à Goma, il faut le dire, nous sommes à plus de 3000 morts. Alors, tous ces gens là-bas sont morts tout simplement parce que, il y a eu un monsieur qui était censé mettre le moyen à la disposition de ceux qui nous défendent, c'est-à-dire les FARDC, qui n'est pas arrivé à sa source. Vous voyez? Alors, et, par exemple, en ce qui concerne le conseiller en matière de sécurité, le professeur Jean-Louis Essambo, qui était nommé il n'y a pas longtemps, son départ serait justifié par quoi? Il faut dire qu'il est spécial. Conseil spécial. C'est-à-dire son travail, c'est de donner des conseils spéciaux au chef de l'État. Qu'a-t-il fait qu'il n'a pas fait pour mériter cette sanction négative? Certainement, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Parce que si peut-être le chef se dit si j'étais bien conseillé. Parce que vous savez, un conseiller, c'est un agent permettez-moi de le dire, de son chef. C'est son agent, c'est lui qui l'a choisi. Vous voyez? Alors, il l'a choisi pour des besoins évidents, notamment de lui donner une orientation sur un problème donné. Mais si ce dernier n'est pas à la hauteur et que le président s'est rendu compte qu'il a été mal conseillé ou qu'il a été mal orienté, c'est tout à fait normal qu'il puisse les mettre de côté. Ou alors, comme chez nous, il y a du budget partout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que dans les jours qui viennent,
l'avenir nous donnera certaines informations, qui en tout cas à mon niveau, moi je n'ai pas, c'est que il est tout à fait logique et des routines pour un chef d'échanger des conseillers comme il veut. Est-ce que quand on parle de collaborateurs du chef, leur rendement, ils n'arrivent pas à répondre comme il le faut à la mission qui leur est dévolue, est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu de remettre en question le leadership de celui qui les nomme? Justement, c'est là que je voulais que vous en arriviez. Il y a un sérieux problème. Vous savez, dans un cabinet, les conseillers qui sont là n'apportent que ce qu'on leur demande. Et assez souvent aussi, chez nous et partout ailleurs, un conseiller peut apporter ce qu'il pense être bon, mais qui est réfuté par son chef. Ici, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Donc, vous avez d'un côté les responsabilités du conseiller spécial et aussi de l'autre côté, vous avez les responsabilités du chef. Mais comme c'est le chef qui nomme le conseiller spécial, alors il peut le révoquer à tout moment. Ah ben voilà. Il peut avoir le conseiller... et puis, il faut dire encore, monsieur Gédéon, nous sommes en temps de guerre. Même si on ne le déclare pas. Nous sommes agressés. Il y a une armée étrangère sur notre sol. Donc, il faut que vous mettiez des personnes habilitées comme conseillers. Moi, j'aurais pensé, parce que d'ailleurs, vous l'avez dit, qu'on ne parle pas de la qualité, mais moi, j'aurais pensé, j'aurais voulu que M. Félix Tshisekedi, en changeant le professeur Essambo, que ça ne soit pas seulement parce qu'il y a eu de problèmes en amont, mais que ça soit plutôt par la qualité de conseil qui est reçu par ces derniers. Pourquoi? Parce que lui, c'est un civil, un professeur, un technocrate. Mais là, on a besoin d'un technocrate militaire. Un homme de guerre. C'est-à-dire un breveté d'état-major. Un breveté d'état-major. C'est-à-dire un monsieur qui a appris l'art de la guerre. Ce sont ce genre de personnes que nous avons, qu'il aurait eu, dont il a besoin aujourd'hui pour sa bonne gouvernance et gagner la guerre. Mais bon, il s'en prend au professeur Essambo, mais je pense que ce n'est pas la faute du professeur Essambo sur le plan technique des choses. Merci beaucoup. Marius Mbalama, vous avez suivi Damien qui a donné son point de vue sur le réménagement au niveau du cabinet présidentiel. Franck Toumba auditionné, Jean-Louis Essambo qui est parti, et c'est Ebérand de Kolongel qui vient en son remplacement. D'abord, parlant du profil du professeur Jean-Louis Essambo, pensez-vous que c'était l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut? Merci beaucoup. Mon aîné, Damien Terra, a tout dit. Il a été éloquent dans ce qu'il a avancé comme argument. Il faut reconnaître déjà que lorsque le gouvernement souminois, parce que moi je vais remonter un peu plus loin, a été nommé, nous l'avions décrié, disant que c'était émaillé de beaucoup de populisme. Beaucoup de populisme, attention de tribalisme et consorts. Et ce qui fait tirer vers le bas l'action, l'efficacité de l'action du gouvernement. Monsieur le professeur Essambo, c'est un technocrate, c'est un professeur d'université, routinier du droit. C'est sur base de ça qu'il a été nommé? Mais sur le plan sécuritaire, il pèse combien sur la balance de la sécurité? En ce moment ici, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes sous tension, notre pays est agressé. C'est presque depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir que nous étions toujours en proie au conflit. Il devrait avoir des technocrates, comme l'a dit M. Terra ici, des routiniers de la guerre, de brevetés de l'état-major sur des questions purement sécuritaires. Et nous ne manquons pas l'expertise dans notre pays. Il y a plusieurs généraux de l'armée, de la police qui sont à la retraite aujourd'hui, qui sont au chômage, qui ont de la matière, qui ont des stratégies et qui sont patriotes, qui ont passé toute leur vie dans l'armée. Ils connaissent les conflits. Ils peuvent mettre leur expérience à contribution. Ils connaissent l'art de guerre. Ils pouvaient mettre à contribution, n'est-ce pas? Ils pouvaient mettre à contribution leur talent
pour que les chefs de l'État, à l'issue des conseils qui seront entre donnés, les chefs de l'État puissent prendre des mesures idoines en fait de nous aider à quitter ce cycle infernal de la guerre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est Eberand qui remplace le professeur Essambo. On parlera de son profil. Parlons d'abord de Jean-Louis Essambo, qui est parti. Est-ce que a-t-il été nommé sur base de quels critères? C'est ça la grande question. Et ça, moi, je l'ai connu à l'époque comme conseiller. Je crois directeur de cabinet, il s'appelait du président Aubin Minakou. Et puis il a été au Sénat, je crois. À un moment donné, il a été révoqué au Sénat. Et c'est après que le président Seguet l'a récupéré comme son conseiller en matière de sécurité. Il est révoqué d'un côté, vous le récupérez de l'autre côté, alors que là où il était, il n'a pas apporté des résultats qu'on attendait de lui. Et dans les plans sécurité dans lesquels nous sommes aujourd'hui, jusque-là, il n'y a jamais eu de mesures, n'est-ce pas, nécessaires pour nous amener à quitter ces cycles ici. Ça veut dire que son rendement n'a pas été efficace. Voilà qu'aujourd'hui, le président, il se rend compte que non, il n'a pas un homme qu'il faut à son côté pour l'aider. Parce que le président, c'est un homme. Les actions qu'il pose viennent, n'est-ce pas, de ses conseils, des orientations. Lui, il finit par prendre la décision. S'il n'a pas de conseillers nécessaires à ses côtés, ouais, nous ne serons pas en train de trouver solution. Et comme l'a dit, comme ça a été dit ici, les responsabilités aussi viennent de la personne qui nomme. Depuis très longtemps, nous décrions la façon de faire au niveau de la présidence. Parce qu'il n'y a pas seulement le professeur Essambo. Dans tous les domaines, au niveau de la présidence, il y a des faillances. Si vous regardez sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, le chef de l'État a des conseils dans tous ces domaines-là. Mais qu'est-ce qui marche aujourd'hui au pays? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui au pays? Et donc, le fait qu'on soit mal entouré tire vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement. Est-ce que des changements en ces temps-ci, est-ce que sont-ils opportuns? Est-ce que tous ces changements ne ralentissent pas, ne risquent pas de ralentir la machine? C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. On ne sait pas anticiper. Parce que ceux qui arrivent, ils devront mesurer la température, c'est ça que je dis. S'imprégner de tous les dossiers avant de mettre leur talent ou leur expertise à contribution. Nous ne savons pas anticiper au phénomène. Nous, on réagit aux problèmes qui se posent. Alors qu'il y avait lié, n'est-ce pas, d'arrêter l'hémorragie avant que les causes ne soient pas aussi graves telles qu'elles sont en train de les vivre aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui sont là n'ont pas été à mesure de lire, n'est-ce pas, les signes qui montraient déjà les dangers à venir dans l'avenir. Vouloir aujourd'hui remanier, c'est normal, pour avoir autour de lui des personnes nécessaires, n'est-ce pas, en fait de permettre d'endiguer la situation. C'est comme nous avions dit. Moi, j'estime l'arrivée des professeurs Eberand ne va pas répondre aux problèmes que nous avons. Parce qu'Eberand sera égal à Essambo. Comment ça? Ils sont tous de la même faculté, routiniers des droits. Je n'ai jamais suivi ou bien attendre Golondele dans les domaines de sécurité. Eberand, c'est un professeur de droit. Là où il est pertinent. Mais dans les domaines de sécurité, est-ce qu'il a la maîtrise de ces domaines-là? Les problèmes que nous avons... Ce n'est pas l'homme qu'il faut par rapport à la situation à laquelle j'estime la RDC fait face. J'estime qu'Eberand n'est pas l'homme de la situation à ce moment ici. Aujourd'hui, s'il faut faire des changements, il faut chercher des hommes rares, bien qui existent, mais il faut chercher à les dénicher. Où le trouver? Il faut trouver des compétents. J'ai donné l'exemple. Mais aussi des hommes de confiance, mais aussi les hommes de compétences. J'ai donné l'exemple ici. Peut-être il n'y a pas longtemps, le choix sur Eberand est justifié par la confiance que le chef de l'État a. La confiance, oui, mais la compétence aussi. Il n'a pas. Non, je dis il n'incarne pas les deux. Dans son domaine de droit, Eberand, il est compétent.
Il a une réputation nationale et internationale dans le domaine du droit. Oui. Dans ce domaine-là, il est compétent. On ne peut pas être, en tant qu'humain, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Je l'ai dit tantôt ici, qu'il n'y a pas longtemps que le président Tshisekedi avait mis à la retraite certains généraux de l'armée. Ils sont là. Ils sont au chômage, qui peuvent contribuer. Le problème est à ce niveau-là. Mais aussi, il y a un autre problème majeur. Il y a un autre problème majeur qui gangrène notre système de défense, notre système sécuritaire. C'est la corruption et l'impunité. C'est la corruption et l'impunité. Est-ce que le chef de l'État n'essaie pas de changer son cabinet parce qu'il se méfie désormais de ses collaborateurs? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une question de méfiance qui l'oblige aujourd'hui à se débarrasser de certains de ses collaborateurs? Je l'ai dit tantôt ici, que le cabinet des chefs de l'État n'a pas su aider le président de la République à relever les défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Quand on attend Nanga dire qu'ils ont du soutien, même jusqu'au niveau de la présidence, est-ce que ça ne pousse pas le chef de l'État à adopter une telle attitude ou adopter un autre ton? Nanga, c'est un stratège. À l'attendre parler, c'est pour créer le débandade au niveau de la présidence autour du président. Oui. Nanga, il faut regarder tout ce que Nanga fait, tout ce qu'il dit. Rien de vrai. Nanga avait dit qu'il n'avait pas intérêt de prendre Goma. Qu'il n'avait pas intérêt d'attaquer Goma. Il y avait un communiqué officiel de leur mouvement. Mais ils ont fini par prendre Goma. Ils ont fait un communiqué, je crois, il n'y a pas longtemps ici, qui n'ont pas tendance à aller vers Bukavu. Mais aujourd'hui, ils sont déjà à Nyabibou. Nyabibou, ce n'est pas à 5 km de la ville de Bukavu. Pourquoi refuter tout ce que dit Corneille Nanga? Est-ce que ça ne doit pas nous appeler à la prudence plutôt que de tout refuter? Non, moi je n'ai pas... Parce que lorsqu'on parle de l'infiltration des ennemis de la République, ils sont partout. Je ne refute pas. Seulement qu'à ce moment ici, il cherche à créer le débat. C'est à ça qu'il a de jouer. Quand il crée le débat là-bas, on risque de prendre des décisions à la hâte, sous l'émotion. Or, tout ce qui vient de l'émotion n'est pas toujours efficace. C'est là qu'il y a aussi les problèmes. Mais le problème ici, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, serait évité si au moins les chefs de l'État prenaient en considération les alertes venant des autres Congolais. Parce que le docteur Denis Mukwege, il a fait plusieurs alertes. Ce n'était pas nécessaire de faire entrer sur notre territoire les contingents de l'EAC. L'EAC aujourd'hui est composé de pays qui nous agressent. Quand vous prenez le Rwanda, vous prenez l'Ouganda, vous prenez les attitudes ou bien les comportements du président William Ruto, tous, leur tendance c'est le M23. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de pousser les chefs de l'État à aller négocier directement avec le M23. Merci beaucoup. Le problème est à ce niveau-là. Et donc, si on sait un peu de remonter l'histoire ou bien le processus de Luanda, vous allez vous rendre compte qu'il y a un risque dans le processus de Luanda de revenir sur les mauvaises décisions que le pays est en train de regretter aujourd'hui, le mixage et le brassage. On va évoquer cela. Monsieur Damien, vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Est-ce que le nouveau conseiller en matière de sécurité, Ebérand de Kolongele, il répond aux besoins de l'heure? Merci beaucoup pour la question, M. Gédéon. D'abord, c'est qu'il faut savoir quelles sont les attributions d'un conseiller spécial en matière de sécurité. Lorsque nous les aurons maîtrisées, c'est alors que nous pouvons critiquer et dire est-ce que M. Kolondele, c'est ça, non? Kolongele. Kolongele est capable de jouer ce rôle-là. Alors, lorsque je parcours les attributions attribuées à ces départements, on se rend compte que ça demande une technicité en matière de sécurité. Donc, est-ce que M. Gideon, qu'est-ce que je dis, M. Ebérand répond à cette technicité? Non. Et puis, partout, monsieur est passé, ça a été du chaos. Regardez le numérique, où il a été ministre. De quoi pouvons-nous aujourd'hui, ou qu'est-ce que le Congo a gagné pendant son passage à ces ministères-là? Est-ce que c'était lui le problème ou le contenu qu'on n'a pas su donner à ces ministères? C'est lui le catalyseur, c'est lui les distributeurs.
c'est lui la matrice, c'est lui le donneur de la politique à ces ministères-là. C'est lui l'initiateur même de la politique à ces ministères-là. Quand vous nommez ministre quelque part, c'est vous qui avez la charge. Mais quand on lit le programme du gouvernement, quel contenu le gouvernement congolais a-t-il donné à ses portefeuilles? Non seulement le contenu, mais lui devait faire des propositions. Parce que quand le gouvernement te nomme à un ministère, vous y arrivez, vous faites ce qu'on appelle l'état des lieux, et puis après, c'est-à-dire vous créez votre politique de gestion. Et bien après, c'est alors qu'on va vous juger. C'est sur base de ça qu'on va vous juger. Alors, il est arrivé à ces ministères, c'était chaos. Regardez, il a géré même les après-camérés. À l'époque, le cabinet du président, à l'époque. Il a fait l'intérim en tant que directeur de cabinet avant d'être confirmé. Dès là, qu'est-ce qui est sorti de positif pour la République? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, ça veut dire que M. Félix Tshisekedi fait ce que nous disons à Kinshasa, c'est l'assentiment. Vous voyez, c'est l'assentiment parce que la personne qui vient de mettre là-bas, c'est encore une personne qui n'est pas capable. Et dans quel rang devrait-il trouver la personne d'abord, il faut être l'oiseau rare? Mais monsieur Gédéon, d'abord, il faut être patriote. Vous savez pourquoi je parle du patriotisme? Un patriote a comme répondant ses frères de la patrie, c'est-à-dire tous les Congolais et de tous bords. Au Congo, actuellement, ce n'est pas l'expertise qui nous manque. Comme l'a dit M. Marius, vous avez des brevetés d'état-major à la retraite aujourd'hui. Je peux prendre un cas. Ils peuvent être utiles. Je peux prendre un cas. Le général Eddy, c'est Eddy, hein? C'est lui qui était chef d'état-major pendant l'époque de Kabila. Ah oui. Il s'appelait Eddy, hein? C'est lui ça va venir. Didier Toumba. Didier Toumba. C'est une valeur, ces messieurs. C'est une valeur. Mais qui est où aujourd'hui? Vous avez beaucoup de militaires que Mobutu a formés. Il y en a certains, si. Le quoi Yazam Tapoto. Permettez-moi de mettre la langue là-dedans. Comme lui, c'est un mikiliste. Il y a des gens qui ont élu domicile en Europe aujourd'hui. Mais qui sont des valeurs. Pourquoi ne s'ouvre pas à eux? Pourquoi ne va-t-il pas vers eux? Et leur dire, voilà, revenez, et Likambambo, Kavier, Zoa, département Oyo, je veux vraiment des propos concrets. Peut-être qu'il se pose un problème de confiance. Mais justement, c'est pourquoi j'ai parlé du patriotisme. Lorsque vous êtes un patriote, M. Gédéon, vous allez travailler avec toute personne qui a de l'expertise allant dans le sens de votre demande. Voilà. Je parle par exemple de cette... Je prends un exemple. Cette chaîne. Vous êtes le patron de la chaîne. Vous avez un frère maçon. Et un quelconque journaliste. Vous prendrez qui? Vous avez un frère qui est maçon, des formations. Mais vous avez aussi à côté un journaliste quelconque, c'est-à-dire un monsieur qui vient de nulle part. Tu ne connais pas son père, sa mère, sa tante, tu ne le connais pas. Même l'université l'a étudié, tu ne connais pas, mais tu as vu le papier que ce monsieur a fait le journalisme. Et vous avez un bureau, une entreprise journalistique. Enfin, je pense que c'est ça le mot. De télévision. Voilà. Allez-vous prendre votre frère parce qu'il parle bien français et il sait articuler les mots? Tout dépend de ce que je veux. Ben voilà. Tout dépendra de ce que vous voulez. Mais si vous voulez réussir dans ce que vous faites, je crois que l'intelligence, la noblesse va vous pousser à prendre celui qui a fait les métiers que vous êtes en train même si la personne partage plusieurs intérêts. Plusieurs intérêts comment? Je parlais d'un problème de confiance. Il n'est pas seulement question de nommer ou de responsabiliser, donner des responsabilités. Mais est-ce que à quelqu'un, est-ce que toutes les personnes... La personne partage par exemple plusieurs intérêts au risque de vous mettre en difficulté. Ici, ce n'est pas une question de personne. Nous parlons, c'est une question de qualité des personnes.
Un individu peut arriver, tu dis, bon, sa tête ne me plaît pas. Mais si la qualité qu'il a font que c'est de ça qu'on a besoin, l'expertise dont nous avons besoin maintenant, nous allons le mettre là, tout en lui disant, voilà la chose pour laquelle nous voulons que tu sois là, tu travailles pour la patrie. Et nous devons tous sauver la patrie. Si nous avons nos divergences, nous allons le voir après. Mais je fais confiance à ton travail, mais pas à toi, l'individu. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut être. Il faut être comme ça. On ne fait pas confiance à l'individu. Parce que lorsque vous faites confiance à l'individu, Monsieur Biamunda, c'est une confiance d'individu. C'est une confiance d'individu. Ce n'est pas une confiance des compétences. Vous voyez, même M. Eberand, c'est une confiance d'individu et pas d'expertise. Quoique j'explique, en fait, je critique sans connaître dans le fond qu'est-ce que M. Eberand a fait comme autre formation. Peut-être qu'il a eu d'autres formations après, mais s'il en a eu, qu'il m'en excuse. Mais moi, je parle parce que je sais que c'est un technicien de droit. Vous voyez, c'est un professeur, d'ailleurs, c'est un théoricien de droit. Vous voyez? Donc, moi, je parle, je ne vois pas des individus, mais je vois l'expertise que l'individu peut m'apporter ou peut apporter à la nation. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Et je pense que tout Congolais, partout où il est, vous savez, monsieur Gédéon, d'où vient cette histoire de confiance en la personne? C'est ça se tire, ou ça tire racine, ou ses origines, dans le clanisme, dans le tribalisme et dans le népotisme. Pas forcément, monsieur Damien. Pourquoi? Parce que je veux mettre la personne en qui j'ai confiance. Et la confiance n'a pas besoin de couleur. Écoutez, tu ne gères pas ou tribus. Non, mais écoutez, tu ne gères pas ta maison. C'est ça. Tu ne gères pas ta boutique. Tu ne gères pas ta boutique. C'est dans cette erreur-là que nous tombons ou nous trouvons 70% des personnes d'un seul coin linguistique. Dans un cabinet, par exemple. C'est ça les erreurs. Prenez les compétences. Jugez les compétences. Ne jugez pas la confiance. Écoutez, tu sais que moi, je peux travailler avec vous sans avoir confiance en vous. Mais j'ai besoin de ce que vous avez. Tant que ça vous profite. En venant. Tant que ça vous profite. En venant à votre émission. Ça ne vous dérange pas. En venant à votre émission, j'ai dit, mais les temps sont durs. Hein? On t'appelle comme ça au téléphone, on te dit, bon, viens à une émission. Lui qui t'appelle, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Est-ce que... Ils ont piégé. Il faut y aller ou... Est-ce qu'il faut aller ou pas? Chercher à je enquêter. pense que tu as vu un message que je t'ai fait. Je t'ai quand même posé quelques messages. J'ai dit, mais je ne connais pas la personne. Jusqu'à ce que... Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis je lui dis, non, Lingana Kenekuna, mais... Ah, non, vas-y. Okay. Quelqu'un me rassure, vas-y. Alors, je viens, pas parce que j'ai confiance en vous, mais tout simplement parce que je dois communiquer à la nation ce qu'ils veulent entendre, ce que j'ai à leur apporter, notamment ce que je suis en train de dire, arrêtez du tribalisme dans vos cabinets, arrêtez le népotisme, le clanisme. Le népotisme, c'est ça, les amis. Dans des tas, en pareille situation, on ne doit pas voir dans un état comme celui-ci de guerre où nous sommes agressés, ou dans un état après, parce que c'est ce qui nous a apporté la médiocrité. Vous mettez des gens qui vont vous prendre un discours sur TadjiPT, sur intelligence artificielle, sans contrôler, parce que j'ai confiance à la personne, je le fais passer. Mais maintenant, voilà que ça vous retombe dessus. Merci beaucoup. Donc moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de faire. Monsieur Eberand n'est pas à sa place, qu'on prenne un ancien général de l'armée, un breveté d'état-major, qu'on va mettre comme ministre de Défense et puis comme conseiller spécial en matière de sécurité. Et l'expertise, nous en avons. Nous en avons. Il faut le faire parce que les gens s'imposent. Monsieur Marius, en 2 minutes, après tout ce qui est arrivé, face à l'urgence, est-ce que pensez-vous qu'il faut élargir des sanctions ou de remaniement à tous les niveaux? Je parlais tantôt de l'impunité. Vous savez, depuis que ces conflits ont commencé ici, sur les réseaux sociaux, nous étions en train de suivre comment est-ce que le militaire sur le front
étaient en train de se plaindre. Comme quoi dire que certains n'ont pas de ration, d'autres les salaires ne sont pas suffisants, d'autres ils n'ont pas de munitions, ainsi de suite. Et il y a toute une chaîne de commandement qui existe quant à ça. Qu'est-ce qu'on a fait de cette chaîne de commandement par rapport à toutes ces plaintes, tous ces cris de militaires qui étaient au front? Aujourd'hui, le chef de la maison militaire est pointé du doigt. Est-ce que dans l'armée, il n'y a pas le contrôle? Parce que cela devrait être connu depuis bien avant. En fait, il y a le GRT par rapport à ce qui nous gouverne aujourd'hui. Tous ceux qui ont eu à détourner les moyens de l'État. On a laissé la situation comme ça jusqu'à ce que des villes entières tombent ou passent sous contrôle de l'ennemi pour essayer enfin de réagir. Les rapports de l'IGF, c'est toujours dans le tiroir. Ça encourage à d'autres personnes de continuer dans le même chemin parce que ceux qui ont détourné hier n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, ils sont soutenus même par ceux qui sont censés le punir. Donc il y a ce niveau-là. On a toujours dit que la justice élève une nation. Et ces faiblesses est entretenue parce qu'ils gouvernent le pays. Et c'est cela même, la faiblesse, c'est qui tire vers le bas l'action du gouvernement. C'est inacceptable que les militaires qui sont en front puissent manquer quoi manger. Et alors que l'État aurait donné tout le nécessaire. Il y a aujourd'hui la loi de programmation dans l'armée qui semblait donner tout à l'armée. Qu'est-ce qu'on fait de cette loi-là? Par rapport à son application, quelles étaient les mesures prises pour que ceci soit réel? Pour que les soldats au front puissent se retrouver dans de bonnes conditions. Ce n'est pas qu'après des fêtes qu'on puisse maintenant commencer à recourir, commencer maintenant à contrôler la chaîne de commandement. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour... Mais normalement, aujourd'hui, face à la situation, il est nécessaire de placer les hommes qu'il faut pour booster dehors l'ennemi. Il ne faut pas, comme l'a dit M. Terra ici, chercher seulement les hommes de confiance. En cherchant les hommes de confiance, nous ramène dans le népotisme. Et quand on est dans le népotisme, on n'a plus le temps au contrôle. On sait que tout ce qui viendra de celui-là sera bon. Au contraire, sur le terrain, ça ne va pas. Ça a été dit. Nous sommes en train de lire sur les réseaux sociaux que la maison civile disait que le militaire, en fait, les Roumains étaient à plus ou moins 2500 sur le terrain. Mais après contrôle, on se rend compte que c'était à 250 personnes. C'est nous sommes en train de lire sur les réseaux sociaux. Et toutes ces personnes ici étaient payées à hauteur de $8,000. Imaginez-vous, de 2500 à 250. Et tous les 2500 là étaient payés. Quel gâchis pour ce pays. Quel gâchis, quelle perte. Et après, quand ça mardait, voilà. Ils étaient les premiers à prendre les larges. Ce sont des comportements comme ça qui rend inefficace notre armée. Nous avons une armée capable de mettre en déroute les Rwandais. Dans la cure dont on a besoin pour trouver des solutions idoines à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement devait être aussi concerné. En fait, c'est comme un corps. Chacun a sa responsabilité. Chacun amène sa pierre à l'édifice pour que l'édifice soit aussi solide. On devrait sentir dans le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, le ministre et consorts, l'efficacité d'aller d'action dans tous les domaines. À ce moment ici, le ministre de Défense, il est presque inexistant. Il est presque inexistant. Vous pouvez vous imaginer qu'en ce moment ici, c'est le ministre sud-africain qui descend à Goma. Le ministre de Défense, en plus une dame. Le nôtre, il est là. Le ministre de la Jeunesse de notre pays, on ne l'a jamais entendu par rapport à cette situation ici. Le ministre de la solidarité humaine, parce que la crise humanitaire n'a pas commencé après que Goma soit dans la situation qui est. Bien avant, il y avait mais le ministre de solidarité humaine, on ne l'a pas senti. Humanitaire effroyable. Donc, on a, à ce moment ici, il y a nécessité d'un gouvernement, n'est-ce pas, presque de crise. On a parlé de réduire le train des institutions. Bien bon.
Mais il faut chercher un gouvernement, il faut chercher à ce moment-ci avoir un gouvernement très réduit. Et une réduction de combien encore faudra-t-il savoir? Le chef de l'État n'a pas été explicite dans son discours. Non, quand vous lisez les communiqués, j'ai suivi, on dit qu'on va juste voir, en ce qui concerne le frais de fonctionnement. Il y a déjà la Première ministre qui a lancé qui est maintenant sur le pas. Pardon? Après l'instruction du chef de l'État, la Première ministre qui est allée voir les chefs de service de l'UGF, Gilles Alinguette, pour voir dans quelle mesure réduire sensiblement les trains de vie des institutions. Est-ce qu'on va y arriver ou c'est... Monsieur, je l'ai dit juste tantôt, je l'ai dit tantôt ici. Du cosmétique qu'on va... Je l'ai dit tantôt ici. Gilles Alinguette fait du bon travail et produit des rapports après des enquêtes bien faites par des professionnels. Mais tous les rapports de Gilles Alinguette, c'est où? Ça finit dans les tiroirs. Ça finit dans les tiroirs. On doit éviter tout ce qui est cosmétique et passer à l'action. Passer à l'action. Tous ceux qui sont cités en ce moment ici, dans les détournements, dans les trahisons, nous sommes pendant la guerre, même si la guerre n'est pas déclarée. On devrait les voir tous répondre à ces responsabilités. Et des sanctions fortes pour vous effrayer tous ceux qui pouvaient tomber dans ces actes de réduction du train de vie des institutions était la chose ou la décision à prendre, la meilleure décision à prendre dans des pareils moments. Ça, c'est l'émotion. Si ce n'était pas l'émotion, cette décision-là serait prise depuis très longtemps. Je me rappelle à un moment donné, ça fait même débat à l'Assemblée nationale avec le député Sessanga, qui demandait à ce que le train de vie soit réduit. Quelle est la réponse qu'il a eue pendant la campagne? Que le 21 000 $ qu'on donnait à un député était insuffisant et que les députés avaient pour mission sur terrain, n'est-ce pas, Yakokunda Bibembe, d'assister les personnes. Le 21 000 était insuffisant. C'était ça la réponse qui a été donnée, messieurs les journalistes. Allez. Donc aujourd'hui, il faut aller plus loin, être concret. Il faut combattre l'impunité. Il faut combattre les détournements. Ce sont ces genres de problèmes, nous l'avions dit. Ça, c'était notre offre politique pendant la campagne. Mettre fin aux vices. Ce sont ces antivaleurs-là qui tirent vers le bas l'action ou bien l'efficacité de nos armées sur terrain. Merci. Et ce sont ces éléments-là qui, même au niveau, à l'international, ça fait que nous ne soyons pas respectés. Allez, on va passer à autre chose. Je crois que tout est clair sur cette question. On va suivre le dossier de près. Si d'autres sanctions négatives vont tomber contre le collaborateur du chef de l'État et même voir dans quelle mesure élargir ces remaniements jusqu'au niveau du gouvernement, oui, c'est possible parce que les gens s'imposent. Il faut agir avec des technocrates, des gens qui ont le sens de la mesure, le sens de l'urgence. Allez, à présent, nous allons prendre le discours du président de l'Assemblée nationale en ouverture de la session extraordinaire dans cette chambre basse du Parlement. Il est revenu largement sur cette question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. On prend cet extrait de Vital Kamerhe et puis on revient sur ces plateaux pour en comprendre le contour. Honorables députés et chers collègues, sur le plan diplomatique, les efforts doivent se poursuivre pour trouver une issue pacifique au conflit. L'Assemblée nationale va accentuer la diplomatie parlementaire déjà engagée à travers les organisations auxquelles nous appartenons, telles que l'UIP et l'APF. Un plan spécifique sera élaboré dans le même sens vers les autres parlements amis pour porter la voix de notre pays et défendre la restauration durable de la paix. Ces démarches se fondent sur la convocation que le progrès économique et la conviction que le progrès économique et social de notre pays, de notre continent, j'allais dire, passe aussi par l'unité africaine. L'Afrique doit arrêter d'attaquer. Les Africains doivent s'abstenir d'endeuiller d'autres Africains. D'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique.
Il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas en notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller. Voilà. Les officiels congolais ne semblent pas y mettre sur la même longueur d'onde. Est-ce tout le monde comprend la situation qui sévit dans l'Est de la RDC de la même manière? Après la riposte rigoureuse promise par le chef de l'État, Vital Kamerhe parle de la diplomatie parlementaire et de la diplomatie, même au niveau du gouvernement, pour essayer de récupérer les territoires sous contrôle de l'ennemi, dit-il, par souci pour le chef de l'État d'épargner des vies humaines. Marius Mbalama, pendant 1 minute, que retenir? Est-ce que allons-nous vers une réponse rigoureuse ou ce sera par des négociations après le discours de Vital Kamerhe? Oui, monsieur Jean, merci. Mais je note ici que toutes les guerres que j'ai connues finissent toujours par des négociations. Ça veut dire que la diplomatie, en ce moment ici, est très importante. Mais je voudrais un peu schématiser les conflits que nous avons aujourd'hui et montrer l'inefficacité, n'est-ce pas, de la voie du processus de Luanda par lequel tous, n'est-ce pas, les acteurs aujourd'hui sont en train de nous pousser et la nécessité de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération régionale. Aujourd'hui, il y a un conflit qui se dessine de façon triangulaire où nous avons la victime que nous sommes, il y a aussi le voleur qui est le Rwanda et le receleur, la communauté internationale, donc à travers les entreprises multinationales qui achètent, n'est-ce pas, les matières premières à travers le voleur qui est le Rwanda. Le receleur ici, il pousse le victime à négocier avec le voleur. Alors que ce receleur, il donne les moyens nécessaires au voleur pour qu'il continue à menacer la victime. Alors qu'il est possible que la victime puisse, n'est-ce pas, amener le receleur ici sur la table de négociation et lui dire qu'il est possible d'avoir accès, n'est-ce pas, à ce dont vous avez besoin dans notre pays à travers le système qu'on appelle gagnant-gagnant, sans qu'il y ait peur de vie dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que les conflits que nous avons, c'est un conflit purement économique, où les entreprises multinationales ont besoin... Cela n'a jamais été fait? Ça n'a jamais été fait. Généralement, quand vous regardez les conflits... Mais on a essayé de ramener Kagame sur ce terrain, mais il n'a pas compris le chose. C'est ça le problème. Le problème est que nous nous sommes focalisés sur la personne de Kagame, sur le Rwanda. On a ignoré, n'est-ce pas, soutiens qui sont derrière lui. On a ignoré les soutiens qui sont derrière lui. Kagame, il suit les dictats, n'est-ce pas, de la communauté internationale, des entreprises multinationales. C'est avec eux qu'il faut parler. C'est avec eux qu'il faut négocier. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege, en ce moment ici, il est dans la logique de la conférence internationale pour la paix qui pourra déboucher, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle business for peace. Les entreprises, n'est-ce pas, multinationales ont une grande responsabilité dans ces conflits ici. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions nous retrouver sur une même table, tous les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et cette fois-ci, on y ajoute une donne, ces entreprises ici, multinationales, et leur dire que non, ne continuez plus à passer par le Rwanda. Parce que le Rwanda, quand vous analysez bien l'accord cadre d'Addis Abeba, avait pris l'engagement de respecter la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Il avait pris l'engagement de ne pas soutenir les groupes armés évoluant dans notre territoire, dont le M23. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Ils avaient pris l'engagement de ne pas héberger le M23 dans leur territoire. Vous savez qu'en 2013, lorsqu'on avait défait le M23, ces assaillants s'étaient enfouis au Rwanda et en Ouganda. Alors que dans l'esprit, n'est-ce pas, de l'accord cadre d'Addis Abeba, tous ces gens-là devraient être arrêtés et ramenés dans notre pays pour qu'ils soient jugés. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et donc, aujourd'hui, la logique
du processus de Luanda va dans le sens de négocier avec le M23. Or, le M23 a un cahier de charge qu'aucun Congolais aujourd'hui ne peut digérer. Quand vous suivez le discours de Nanga, c'est un discours nuisible contre les intérêts de notre pays. Alors, c'est ainsi que le Dr Denis Mukwege avait recommandé au gouvernement de tout faire pour revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est un soubassement nécessaire pour qu'on ait la paix. Et c'est là durable. Pour l'heure, que devons-nous faire? Il faut riposter, frapper l'ennemi ou nous engager sur tout le front des guerres, activer la diplomatie d'un côté, les volets politiques et aussi le volet économique pour résoudre cette question. Monsieur Gédéon, la réponse à ce conflit existe. Il l'a dit, Dr Denis Mukwege. Il faut demander à la communauté internationale, à l'Union européenne, je l'ai dit ici, d'arrêter d'apporter les soutiens, l'aide militaire au Rwanda, d'arrêter des soutiens économiques au Rwanda et de prendre des sanctions fortes contre ce pays. Et ce pays-là n'aura pas les moyens nécessaires. Donc l'Union européenne, la communauté internationale doit quitter dans des paroles vaines. Ça, c'est ce qui pourrait être fait à paix. Mais pour l'instant, il y a des villes qui sont sous contrôle de l'ennemi, le cas de la ville de Goma et d'autres territoires. Mais comment le récupérer? Le chef de l'État a parlé d'une riposte rigoureuse, mais Vital Kamerhe parle de la diplomatie et la préservation des vies humaines. En venant d'ici, j'étais en train de suivre le conseil des droits de l'homme qui se passe à Genève. Tout le monde est unanime que le Rwanda doit arrêter l'avancement sur le territoire congolais. Ça veut dire que si la communauté internationale, l'Union européenne, prenait des décisions concrètes, le Rwanda sera stoppé. Alors, sur le plan interne, il est des droits de tout pays. Ça, on ne peut pas le rappeler au gouvernement congolais de se défendre quand vous êtes menacé. Mais seulement, comme nous l'avions dit tantôt ici, il y a certains comportements à l'interne qui tirent vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement. À Addis Abeba, les gouvernements congolais, parce qu'il n'y a pas seulement que le Rwanda qui a pris les engagements. Nous aussi, nous avons pris les engagements. Nous avons pris l'engagement, n'est-ce pas, d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre pays. Partout là où le M23 était en train de passer, l'État était presque inexistant. Et donc, on doit travailler pour convaincre le monde à revenir sur cet accord-là. Parce que si cet accord-là, la communauté internationale était partie prenante et lui-même avait pris des engagements comme quoi il devrait sanctionner tout pays signataire de cet accord-là qui n'aura pas respecté les engagements pris. Et aujourd'hui, dans le processus de Luanda, la communauté internationale n'est pas partie prenante. C'est le Rwanda et la RDC. On peut avoir des accords entre le Rwanda et la RDC. Parce qu'il y avait déjà eu des accords. Vous êtes sans ignorer qu'en 2021 à Goma, il y a eu l'accord entre la RDC et le Rwanda. Ce qui a permis, n'est-ce pas, d'ouvrir l'espace aérien aux Rwandais. Qui a permis à ce que le Rwanda puisse avoir la raffinerie de l'or congolais au Rwanda. Mais tout ça n'a pas satisfait Kagame. Parce que ce n'est pas les intérêts de Kagame qui jouent. Ce sont les intérêts de la communauté internationale. Aujourd'hui, il faut dire à ces entreprises-là, convaincre leur pays, et cela passe par la diplomatie, qu'il est possible que ces entreprises-là soient établies ici chez nous. Mais dans l'entretemps, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a un travail, il y a un grand travail qui doit être fait à l'interne. Est-ce qu'avons-nous une diplomatie efficiente pour inverser les rapports de force sur le terrain? C'est ça la grande question. Vous touchez une question très spéciale, renverser les rapports de force sur le terrain. La question de la diplomatie. Et je l'ai toujours dit que le professeur Denis Mukwege est un atout majeur dans les domaines diplomatiques pour ce pays. Il n'est pas le seul. Mais moi, je parle de Denis Mukwege. Parce que c'est au moins lui dont je connais ce combat. Au moins lui, je connais ce combat. Et il y a des résultats. Parce que je l'ai dit sur ce plateau. Il y a eu des résolutions gagnées en faveur de ce pays. Pardonnez Denis Mukwege. Mais que le gouvernement n'a jamais utilisé. Ouais, n'a jamais travailler pour que ces résolutions-là soient mises en pratique par les Nations Unies. Parce que les Nations Unies peuvent prendre une résolution. Mais si vous, les pays concernés, vous ne demandez pas pour que cela soit mis en pratique, ça ne sera pas le cas. Je donne un exemple. Les rapports mapping. Vous n'avez que 30 secondes pour citer. Les rapports mapping pour condamner tous ceux qui ont participé à des crimes dans ces pays. Ça existe.
fait par l'Union européenne, la communauté internationale. La justice transitionnelle demandait même pas l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça n'a jamais été mis en pratique. C'est le gouvernement congolais qui devrait écrire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que cela puisse établir ces tribunaux dans notre pays. Mais quelle était la réponse du Congo au Rwanda par rapport à cette question? Nous avions dit que les crimes que nous avions connus dans notre pays étaient des dégâts collatéraux, des génocides, et qu'on n'allait jamais fouiner dans le passé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend les rapports mapping, on met dans les tiroirs. Donc, il faut nous poser des questions à l'interne ici. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Merci. Et travailler pour renverser les rapports de force sur terrain. Kagame avait refusé d'aller négocier avec Tshisekedi, d'aller raconter Tshisekedi à Luanda. À ce moment-là, les Goma n'étaient pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Mais pendant que la situation s'empire, c'est alors que Kagame accepte maintenant d'aller négocier avec le président Tshisekedi. Qu'est-ce que cela cache? Donc il travaille pour avoir les rapports de force supérieurs aux nôtres. Il a retardé. Il a retardé, il s'est organisé, il a pris de la force, et alors il va maintenant dans le clan, dans son clan qui est l'EAC. Là, je compte un peu sur la SADC, mais on risque de minoriser. On en parlera. Ne vous mêlez pas le pinceau, M. Marius Mbalama. Allez, je me tourne vers Damien Terra. Mais j'ai l'impression que nous nous perdons de vue, nous Congolais par moment. Une question peut-être pour éclairer la religion de notre public. Avec qui sommes-nous en guerre aujourd'hui? Ou bien qui nous combat? Est-ce que, en tant que nation, pouvons-nous détecter ou citer nommément avec tous ceux qui nous combattent et qui freinent l'élan de développement de notre pays? Merci beaucoup, M. Gédéon. Merci pour la question. Merci pour l'intervention magistrale de M. Marius. Il a dit beaucoup de choses très, très, très importantes dont le pays en a besoin. Et il suffit de le suivre. Et s'ils peuvent avoir l'amabilité de mettre en pratique certaines choses qu'il a relevées ici. Avant de répondre à votre question, que j'ai bien notée, je vais quand même parler de l'impunité. Parce que dans la première question, il a chuté par ça. Vous allez comprendre qu'au Congo, c'est ce qui tue en fait le Congo. Moi, quand je parle de Congo, je voudrais qu'on stigmatise ou bien qu'on sectorialise les choses, qu'on les mette dans un, qu'on les mette sur chaque problème sur un plateau pour bien les décortiquer. Alors, vous avez une question d'impunité interne. Aujourd'hui, Jean-Lucien Sambo est dénu de ses fonctions. Jean-Louis Sambo est dénu de ses fonctions. Parce que Goma est tombé, on lui reproche une certaine négligence. Mais quand on l'a nommé à cette poste, c'était pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il apporte quelque chose, n'est-ce pas? Mais quand il ne l'apporte pas, en tant qu'État, État de droit, monsieur doit répondre devant un juge. Pourquoi il a exercé de la négligence dans sa façon de faire le travail? Il doit répondre devant un juge. C'est-à-dire, monsieur doit être mis de côté. Est-ce qu'était-il aussi évalué périodiquement? Mais c'était justement, je suis en train de parler de tout ça là. Normalement, dans un État, il doit répondre. Monsieur Biamunda, Franck, lui aussi, après avoir eu ce que nous avons sur les réseaux sociaux, parce que tout passe par lui, parce que vous savez, c'est la maison militaire qui s'occupe de l'équipement, qui s'occupe de la ration, qui s'occupe de tout. Ce qui est militaire. Eh bien, après avoir connu une défaillance, comme ce que nous venons de connaître, lui aussi devait répondre devant un juge pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement, est-ce qu'il est fautif ou pas. D'accord? L'entendre par la CNS, qui est déjà sortante, dont le premier est tombé, donc ça veut dire qu'il pouvait peut-être, je dis bien peut-être, être en connivence. Mais écoutez,
Ce n'est que la tête qui est tombée, les membres sont là. C'est un serpent à plusieurs têtes. Vous voyez? Donc, on ne va pas trouver des solutions. Et donc, s'il y a toujours l'impunité, on n'ira pas de l'avant. Vous avez parlé de la balkanisation de l'Est, qui est très, très, très importante, parce que c'est une question sur laquelle nous avions eu à faire plusieurs émissions. On a coulé la salive sur cette question-là. Mais qu'est-ce que le Congolais fait aujourd'hui? Est-ce que c'est une réalité? Pour empêcher à ce que cette balkanisation ait lieu? Que ce soit une réalité. On en parle ou pas, depuis des années, mais... Que ce soit une réalité ou pas, mais parce qu'on en parle, ça veut dire qu'il y a un goût sous roche, quelque part, et il faut qu'on en termine pour lever toutes les équivoques et trouver des solutions idoines à cette question-là. Voilà pourquoi nous soutenons certaines choses, notamment les dialogues entre Congolais, les dialogues, c'est-à-dire la cohésion nationale, l'entente nationale sur le plan, sur l'espace. Le pacte social que congolais. propose les pères spirituels, Voilà. le sentiment de vivre ensemble. Un pacte social pour que nous ne puissions plus retourner dans ce que nous connaissons aujourd'hui et ce que nous avions connu à partir des musées. Parce que quand la guerre est entrée, c'est alors que des groupuscules ont commencé à naître dans la République démocratique du Congo et arriver jusqu'ici. Alors, vous avez aujourd'hui, vous avez des exemples de développement dans le monde, des pays qui se sont développés sans beaucoup de casse. Tout simplement parce que si vous êtes nationaliste et vous avez l'impunité dans votre pays, je crois qu'il sera même difficile qu'un fils du pays puisse prendre les armes. C'est un travail que nous devons faire à l'interne d'abord. Alors vous comprenez pourquoi il y a eu le récent enjeu du développement de cette crise dans l'Est du pays. C'est parce que nous, à l'interne, nous avons failli, ou il est de notre responsabilité en tant que pays, peut-être une question de gouvernance ou de légitimité de sécurité. C'est tout ça là, mon frère, mon cher ami. C'est tout ça là. C'est tout ça, tu mets ça dans un sac. C'est-à-dire, il y a un problème de gestion de la chose publique, il y a un problème sur les relations entre le gouvernant et les gouvernés. Hein, vous voyez tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'aspect Nanga, qui pourtant était avec M. Félix, tu sais qu'il dit. C'est lui qui l'a proclamé. C'est lui qui a dit de lui qu'il était président. C'est lui qui l'a même appelé. Ils ont même eu à échanger entre eux. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est lui qui prend les armes contre ce dernier. Mais malheureusement, pour la République, ce n'est pas ces derniers qui tombent sous le bal, mais c'est la pauvre population. 3000 personnes qui meurent. Tout simplement parce que Nanga, dans ses sentiments, comment dire, de rejeter, a trouvé qu'il devait prendre les armes. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui contre Tshisekedi. Il prend les armes contre la nation. Contre la nation, contre la population. De la même manière que Nanga, je veux qu'il m'écoute, que nous ne sommes pas tous bêtes. Si lui, aujourd'hui, peut tenir une conférence en disant que Tshisekedi n'a pas réussi, c'est moi qui l'ai proclamé. Donc, il a trahi la République. Premièrement. Deuxièmement, il prend les armes pour tuer plus de 4000, 5000 personnes déjà qui sont tombées. Mais écoutez, Azoyawa, il vient d'où? Il vient où? Nous, ici à qui on ne va pas le recevoir. Je suis désolé. Parce que c'est un traître. Il nous trahit, il nous a trahis plusieurs fois. Et de l'autre côté, si cela était vrai, M. Félix Tshisekedi qui accepte un pot de vin, parce que ça c'est une corruption. Ce n'est pas toi qui gagne, mais c'est toi qu'on proclame. Et tu acceptes. C'est-à-dire, tu endosses le forfait. Tu deviens complice. Voilà là où il y a le problème aujourd'hui. C'est tout ça là le problème. Tu ne peux pas prétendre d'aimer la patrie avec cet art qu'il traîne partout. Aujourd'hui, dans toutes les officines du monde, il ne peut pas entrer. Parce que quand on le voit, il dit, ah non, ça c'est un fausseur. Ah non, ça c'est un fausseur. Non, Mouta, non, c'est un fausseur. Vous voyez? Donc, d'où le dialogue entre Congolais. Voilà pourquoi je veux revenir sur quelque chose que mon frère a dit. Dialogue sur réconciliation, paix et vérité. Je veux revenir sur quelque chose que mon frère a dit. Et ce que vous dites. Eu égard à cet art qu'il a déjà.
il peut sauver la nation en allant vers ses frères. Mes frères, j'ai brûlé la maison de notre père. Mais je pense que je peux la reconstruire, mais pas seul. Au village, on ne construit pas une maison toute seule. À moins que vous soyez un rejeté. Je vous prie de revenir. Un monsieur comme monsieur Mukwege va arriver, il va vous dire dans ma mallette, voilà ce que moi j'ai. Un Katumbi va venir, il va vous dire que dans ma mallette, voilà ce que moi j'ai. Vous savez que sous le plan économique et sous le plan de développement, monsieur Katumbi a déjà des contrats. Des sociétés qui vont exécuter la voirie, qui vont mettre de route, qui vont mettre le chemin de fer. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se déployer chez nous? Pardon? Qu'est-ce qu'ils attendent pour Non, se mais déployer? écoutez, c'est de ça que nous sommes en train de parler, c'est le climat politique. Le climat politique n'est pas adéquat. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec le prêtre qui ont émis le vœu de commencer un dialogue. Mais je voudrais que ce dialogue soit un dialogue franc et sincère. Katumbi a déjà reçu l'invitation de... Katumbi a eu l'invitation, mais il a répondu par le voie, social, à part le réseau social X. Je l'ai lu. Et il a dit que qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Parce que si tout ce que nous faisons, notre interlocuteur n'exécute rien. Là, il fait allusion à l'accord ayant mis en place l'union sacrée. L'union sacrée, par exemple. Est-ce que le contexte est-il le même aujourd'hui, si cela se faisait sous les auspices des pères c'est contexte de la mégestion de l'union sacrée qui nous amène à la guerre. Il sera tenté d'y répondre si une invitation lui était lancée et que il y avait des garanties de part et d'autre. C'est un amoureux du Congo. Il aime sa population, il aime son pays. Si on lui lance une invitation, parce que les prêtres vont aller vers lui. Ouais, ils vont aller vers lui parce que vous connaissez qu'il est malmené au pays. On lui a octroyé un faux dossier. Un faux dossier disant qu'il était en train d'aménager un aéroport pour... Il est en exil ou il a jugé de combattre le régime de l'extérieur? Non, il ne combat pas le régime de l'extérieur ni le pays. Il est en train de prendre des contacts pour mieux faire les choses dans son pays. Vous voyez? Et c'est pareil que Mukwege. Je pense qu'il lui aussi, il est à l'extérieur depuis après les élections. Il n'est plus revenu. Ça ne veut pas dire qu'il est en exil. Mais il travaille là où il est aussi. Il est à l'extérieur depuis le 15 janvier. Ah ben voilà. Depuis le 5 janvier. Alors, nous sommes en guerre contre qui? Voilà, nous sommes en guerre contre qui? Ça, c'est une très bonne question, très cher ami. Nous sommes en guerre contre, nous l'avons dit ici, les multinationales. Et Kagame, c'est leur homme de confiance. Il est le seul? Pour l'instant. Dans ce complot, comme pour l'instant, l'a dit Kamere. Pour l'instant, il est le seul. L'Ouganda est-il dédouané? Non, l'Ouganda, lui, il a ses intérêts à lui. Il profite de la faiblesse. Donc ce ne sont pas les mêmes agendas. Ce ne sont pas les mêmes agendas. L'Ouganda, lui, il a des intérêts à lui. Mais pourquoi ici on a l'impression de dédouaner l'Ouganda? Avec des carrés miniers lui octroyés, lui donnés par le gouvernement ici, qu'il est en train d'exploiter du côté Ituri et autres. Vous voyez? Donc lui, d'ailleurs, il fait chaud, il fait chaud ou froid. Hein. Il souffle le chaud et le froid. Voilà, il souffle les deux. Tantôt il est avec vous, tantôt il n'est pas avec vous. Tantôt c'est le fils de Museveni qui fait des déclarations. Tantôt, mais vous voyez, et c'est nous qui allons s'écourber vers eux. Cela résulte de quoi, justement? Et aujourd'hui, s'il vous plaît, avant de répondre, aujourd'hui, nous Congolais, nous intellectuels congolais, nous devons parler avec notre ennemi commun. Ce n'est pas Kagame, ni le Rwanda, mais ce sont ces multinationales qui nous font cette guerre. Mais le Congo aimant par Dieu lui-même, a mis des potentiels et des personnes providentielles, comme on les appelle. Vous avez un Mukwege qui peut frapper à la porte du roi de Belge et le roi lui ouvre la porte grandement, sans diplomatie. Vous avez un Mukwege qui peut aller voir le roi britannique et ce dernier va le recevoir.
qui peut appeler au téléphone un des Bulls et les des Bulls vont les recevoir. Qui peut appeler au téléphone un Rockefeller va les recevoir. Il n'y a pas que Kagame qui a un carnet d'adresse costaud. Mais justement, les fils du pays en ont aussi. Justement, la République démocratique aussi en a, chers Congolais, où vous retrouvez, vous trouvez. Et je vais chuter avec une bassesse en fait qui s'est dit sur la toile, mais je ne le dis pas maintenant. Je vais d'abord continuer mon raisonnement. Vous avez un Katumbi qui a un carnet d'adresses économique assez muscleux et valable. Un réseau relationnel très élargi. Un réseau incontournable. Ces gens là-bas, vous avez un Katumbi. Dis, mon cher, Lukana Okimia na makambo ma minéré wana. Parce que toi, tu es là-dedans depuis plusieurs années. Il va aller frapper à des portes comme comme comment ça s'appelle encore cette famille des Américains là qui étaient dans les diamants ici dans le temps. Voilà. Il y a des familles comme ça. Gettler. Pardon? Gettler. Non, Gettler c'est un petit. Donc ces gens là-bas, ce sont des gens. D'ailleurs, Moïse ne perd même pas. Gettler a petit. Écoutez, excusez-moi, nous sommes à la télévision. Là, je m'exprime comme un Robino on dit depuis que le ministre a ben petit, petit. Ça c'est juste. Voilà. Excusez-moi pour ça. Mais je t'entends de dire qu'il y a des ténors en économie mondiale avec qui interagissent avec Katumbi. Donc, Félix peut faire cela. Et je suis sûr que c'est là le travail que Kabila a commencé. C'est de réunir tous ces potentiels-là pour le pays et les amener, les chers frères, parlons la République. Et vous allez voir que toutes ces personnes qui ont de carnet d'adresse, parce que mon frère, il y a un truc que vous ne dites pas, vous les journalistes. Le Congo ici, c'était un bien d'une personne. Et cette personne est là acquise. Le roi Léopold II. Et cette personne, il faut le dire, là acquise par achat. À son moment, il a acheté ça, ici chez nous. Or, il faut tout l'obéir. Nous devons parler de ça parce que c'est là où vient notre malheur. Nous qui sommes cette génération, nous avons été hypothéqués par des gens. Bateka. Vous voyez? Et pour que nous puissions nous en sortir, nous devons amener cette thématique-là sur la table et parler de ça. C'est pourquoi nous parlons de dialogue. Nous allons avoir plusieurs dialogues dans ces pays. Nous devons parler de ça. Donc, je suis en train de dire, vous prenez ces intelligences, vous les mettez ensemble. Alors, et puis, vous allez ressortir des solutions. Il y a ceux-là qui vont s'occuper de la politique. Il y a ceux-là qui vont s'occuper de l'économie. Il y a ceux-là qui vont s'occuper des questions militaires. Il y a ceux-là, il y a ceux-là. Quand vous regardez autre chose, après les élections, pendant les élections, vous avez eu des gens comme le docteur Mukwege qui avait un projet de société musclé. Ce n'était pas de grandes lignes, comme avec l'Union sacrée. Lui, il vous a dit, il vous a même fait la proposition de la résolution de la guerre. Vous avez Katumbi qui en avait un qui était musclé aussi. Il vous donne des propositions, comment est-ce qu'on peut finir la guerre. Mais après ça... Il a dit en 6 mois, après ça... C'est possible de... Au lieu de critiquer, avec, sans intelligence, la sécurité. C'est dire de 6 mois qui est possible, qui n'est pas un mot sorcier comme escarmouche. Nous pouvions, il pouvait réunir ces intelligences et dire, mes frères, venez à Soyonou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, comment ramener toutes les milieux internationales à prendre fait et cause pour la République démocratique du Congo? S'il vous plaît, en 1 minute, on n'a plus assez de temps. C'est ça. Parce que c'est vrai, la guerre qui nous est imposée, c'est à cause des ressources naturelles dont la République démocratique du Congo dispose à foison. Mais ces minéraux ne font pas le bonheur du peuple congolais. Alors, devons-nous tous leur céder ou trouver une politique pouvant permettre de lénifier les tensions qu'il y a dans différentes provinces? Je vais poser juste une question aux téléspectateurs. Quelque chose qui ne vous appartient pas, comment vous voulez jouir d'un?
Vous avez dit qu'on était, la RDC était hypothéquée. Donc, il y a ces problèmes-là. C'est-à-dire quoi? Vous savez, j'ai suivi M. Félix Tshisekedi dans une interview qui date, où il est en train de dire, nous devons nous entendre, parce que si on ne fait pas ça, il y a des gens derrière qui veulent venir au Congo, ils veulent balkaniser le Congo, ils vont créer des groupes armés par-ci, par-là, nous allons devenir comme l'Haïti et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais il avait raison. Il avait raison. Ou je veux dire, cette raison encore est à jour. Nous devons nous entendre. Voilà pourquoi je soutiens ce dialogue avec les prêtres. Ça doit être, en tout cas, que les prêtres continuent. Nous devons nous entendre sur cette question-là. Parce que si on ne fait pas ça, on va aller vaille-que. Merci beaucoup. Un dialogue, sous quel format? On n'a plus assez de temps. En 1 minute, le dialogue, sous quel format pour nous tirer d'affaire. Permettez-moi d'abord, juste pour 3 secondes, revenir sur ce que mon aîné a dit. Là, par rapport à la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'il faut pour que le minerai puisse nous bénéficier? La première des choses, il ne faut pas seulement voir les autres. Allez plus dans les détails, on n'a plus assez de temps. Non, c'est un problème. Il faut commencer par assainir le climat des affaires à l'interne ici. La rétrocommission, c'est une bêtise qu'on a tenté à un moment donné soutenir. Quelqu'un qui vient investir $1 milliard et puis vous lui demandez 20% de $1 milliard, c'est en termes de millions de dollars. Il y a aujourd'hui Denis Mukwege parle de business for peace. C'est pour amener tous ces multinationales-là à coopérer directement avec les Congos. Ils ont une lourde responsabilité pour éviter à ce que nos populations continuent à mourir. Comment coopérer directement avec le Congo? Quelle garantie ou quel avantage auront-ils à partir du moment où ils coopèrent directement avec le Congo qui n'ont pas eu avec, en coopérant via le Rwanda? Je dis ceci. Via le Rwanda, c'est un commerce illicite. Ils doivent passer par les armes, par la violation des droits de l'homme, en utilisant la violation comme arme de guerre. Ils doivent voler. Pourquoi ils ne coopèrent pas directement avec le Congo? C'est parce qu'ils savent qu'ils perdraient beaucoup en entrant par la grande porte. C'est au Congo, vous ne voulez pas lire. Un investisseur sérieux, avant de venir au Congo, il y a des indicateurs qu'il étudie d'abord. La corruption au Congo est très élevée. Oui. Donc, j'ai parlé de l'assainissement du climat des affaires. Oui, ce sont des éléments-là qu'on regarde. L'impunité au pays. C'est la corruption qui pousse les multinationales à contacter ou à passer par le Rwanda pour. Il y a un problème sérieux qu'il faut mettre, fermer basse sur nos minerais. Je parlais de business for peace. C'est pour le mettre à confiance. Dans une opération gagnant-gagnant. La RDC gagne et le monde aussi gagne. C'est possible. Et dans le pacte pour la paix de la CENCO, que nous soutenons avec mon aîné ici, on en a fait signe. Il faut qu'on établisse, il faut qu'une conférence internationale pour la paix soit établie pour la RDC, afin que tout ce monde-là, parce qu'il faut faire attention, il y a aussi la Fédération des entreprises du Congo, qui n'a jamais pris part à des négociations. Elle aussi doit être invitée. Parce qu'il n'y a pas seulement que les Rwandais qui font le commerce illicite des minerais chez nous. Il y a aussi des Congolais qui ont aussi fait les autochtones. Oui, qui sont aussi dans ce cercle-là. Donc, on doit les aussi expatriés aussi qui sont sur les sites miniers et qui opèrent en toute illégalité. On doit aussi les associer pour que le commerce des minerais soit licite. Le dialogue, il est nécessaire. Tous les Congolais doivent être nivelés au même niveau par rapport aux problèmes que nous avons au pays et trouver les solutions au même niveau. Dialogue sur quel format? Les Congolais. Je parle des Congolais. Comme déjà la CENCO l'a proposé, nous sommes dedans, on est en train de suivre. Mukwege sera aussi consulté? Il ne faudrait pas... Non, bien sûr. C'est une valeur refuge, après tout. C'est un leader incontournable et qui a des solutions durables pour que nous puissions quitter ce cycle ici infernal. Rassurez-vous que Dr Denis Mukwege est fatigué. Depuis 97, il ne fait que soigner les affres de ces guerres ici. C'est un homme. Il est fatigué. Il n'est plus content. Et donc, il est fatigué de continuer à voir que les femmes soient utilisées comme armes de guerre. Mon frère, on détruit la femme. Et cela est fait à dessein. Sachant que l'économie congolaise aujourd'hui est soutenue par la femme, il faut détruire ces côtés-là pour que nous soyons toujours tenus à genoux. Et donc, ce dialogue-là est important. Il faudra seulement qu'on ne puisse plus tomber dans les erreurs du passé. Parce que plusieurs dialogues
nous a amenés au mixage les réparateurs de femmes. Il ne faudrait pas que celui-ci... Le chef d'État lui a dit que le Congo n'est pas une femme qui a besoin d'être réparée. Ça, ce sont des erreurs. Des erreurs stratégiques. Ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs qu'il faudra éviter. Et je crois que le président de la République aujourd'hui est en train de corriger. Aller vers la Senco, demander à ce que d'autres Congolais viennent, je crois que c'était la sagesse. Et j'avais toujours crié sur différents plateaux où je passe qu'il était nécessaire que le chef de l'État raconte le digne fils du pays. Parce que ça ne se comprend pas. Tout ce que Denis Mukwege a monté pour la RDC, c'est les autres pays qui en bénéficient. Le plan pour la justice transitionnelle, c'est la Colombie qui est venue prendre ça. Ils ont même amené Dr Denis Mukwege chez eux pour expliquer comment faire, afin que la justice transitionnelle soit établie dans leur pays. Les médecins de la Fondation PANS sont été importés par l'Ukraine. Ce sont eux. Le plan de Mukwege est implémenté aujourd'hui en Ukraine. Mais nous, les Congolais, est-ce qu'on en bénéficie? Ça, ce sont des erreurs. Mukwege, c'est une cartouche très nécessaire pour la diplomatie de notre Congo et on doit en tenir compte. Merci beaucoup. On va maintenant acheter une minute chacun pour terminer. Des petites questions. Qui a donné mission au père spirituel? Et dialogue, oui ou non? Si oui, sous quel format? Bon, il faut dire ici que le père spirituel, d'abord, en tant que l'église au milieu du village, ils avaient un cahier de charges. Bien avant. Bien très longtemps avant. Et ils avaient proposé. Mais comme l'orgueil avait atteint son paroxysme le plus élevé en étant chef de l'État, mon frère, on les a surnommés des politiciens en soutane. Tout simplement parce que ces derniers avaient quelque chose qu'ils pouvaient, de bien pour les pays. Mais aujourd'hui, monsieur se trouve coincé. Et pour sa propre vie, il se dit, il va recourir sur le politicien en soutane. Et le politicien en soutane, oui, nous, on n'a pas de problème. Mais nous, même si vous nous insultez, nous sommes des parents, nous sommes des curés, nous sommes des pasteurs. Donc, nous allons faire... Pour l'instant, c'est M. Fikili Tshisekedi qui est allé vers eux et il leur a demandé leur secours. Et ces derniers, parce qu'ils aiment leur pays, ils savent que nous n'avons que ça, ils ont commencé à consulter. Donc, ils sont en train de consulter. Bientôt, ils vont donner leur... Et puis, ils ont fait quelque chose de très bien. Hein. Ils ont placé comme secrétaire exécutif, je crois, M. Didier Moumengi, qui est un chevronné en la matière. Hein. Il a écrit 2 livres sur la paix pour ces pays. Donc, je pense que ces messieurs-là, c'est une crème de la République et ça a été bien fait de l'avoir associé. Le dialogue s'impose absolument. Les dialogues sous quel format? Ça doit être sous un format nationaliste, et traditionnel. Pas, quand je dis nationaliste et traditionnel, vous savez, en dessous, il y a du politique là-dedans et tout ça. Et tout le monde doit adhérer à ces dialogues-là pour que nous puissions demeurer une paix durable et très définitive. Merci. Une minute. La réunion de ce samedi. Le chef de l'État est attendu. La présidence de la République a confirmé la participation de Félix Tshisekedi, de même que le service de Paul Kagame. Donc, les deux sont attendus demain à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, cette ville qui a plus de 5000 habitants. À quoi aboutirait cette réunion convoquée conjointement par la SADC et l'EAC? Je l'ai dit tantôt ici, que le gouvernement congolais devrait mettre tous les moyens en œuvre pour quitter l'EAC. L'EAC, Denis Mukwege avait interpellé à son temps. Il a été traité de tous les noms d'oiseaux. Que faire entrer, n'est-ce pas, le force de l'EAC, ce serait extravertir la sécurisation des Congolais. Ça, c'est un domaine de souveraineté nationale. On ne l'avait pas compris. Et nous savons tous comment est-ce que les forces là de l'EAC ont quitté notre territoire. Quand vous suivez les déclarations des pays membres de l'EAC aujourd'hui, ils sont en train d'orienter les chefs de l'État à négocier directement avec le M23. Donc, ils sont pro-M23. Ouganda, il n'y a pas d'hypocrisie. On connaît déjà les réactions du fils Mukwege, comme l'a dit mon aîné ici. Vous sentez qu'ils sont pro-Rwanda. Rwanda égale M23. Et le Kenya
pareil. Et pourtant, tous ces pays-là, nous les avions donné tout ce qu'il fallait. C'est sous ces pouvoirs ici que le Kenya a acheté une des grandes banques congolaises. Et ils font de bonnes affaires dans notre pays, au détriment des Congolais. Donc, grand chose ne sortir de cette réunion. En tout cas, de cette réunion, samedi. Heureusement qu'il y aura la présence de la SADC, qui sont des amis vrais depuis belle lurette, les SADC. Ils sont là. Mais eux aussi, on les Est-ce qu'il faut croire au soutien de la communauté, de toutes ces forces sous-régionales parce qu'on a même tendance à croire au soutien d'autres pays. Ce matin, on apprend que le Malawi a décidé de retirer ses troupes dans l'est du pays. Voilà. Il doit se retirer. Le dialogue s'est lancé dans notre pays pour trouver d'abord des solutions congolaises. À Nairobi, le président Tshisekedi n'avait pas intérêt d'y aller. Comme le 15 décembre 2024, Kagame n'avait pas intérêt d'aller à Luanda. Et ça n'a pas... Avant de répondre à cette invitation, devions-nous d'abord nous unir ou commencer par un dialogue à l'interne? Non, le dialogue prend son bonhomme de chemin. La réunion, c'est pour demain. Demain, c'est samedi. Ici, le dialogue, il y a des gens qu'il faut consulter. Mais ce que moi, je dirais, que M. Félix Tshisekedi ne doit pas y aller parce qu'il n'y aura rien de nouveau. On va lui demander toujours, comme l'a dit... il doit faire ce que Kagame a fait l'autre fois. Marius, il doit négocier avec le M23, il doit parler avec eux, un point barre. Est-ce que la situation à Goma actuellement ne les contraint pas? À faire quoi? À aller? À répondre? Non, mais il n'a qu'à envoyer d'autres personnes aller le représenter. Parce que vous savez, le déplacement d'un chef d'État, c'est de l'argent. Il envoie la ministre des Affaires étrangères aller les représenter. Elle se défend bien, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est une femme qui défend bien la République jusque-là. Même si elle n'est pas de père et de mère. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le journaliste, la position de l'EAC est connue. Les récents sommets de l'EAC où Tshisekedi n'a pas participé, ils étaient dans leur communiqué, ils ont demandé au président Tshisekedi de négocier avec le M23. Il n'y aura pas de nouveau là-bas. Museveni l'a dit clairement, dialogue direct avec le M23. Non, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveau là-bas, il n'y aura rien à attendre là-bas. Or, négocier avec le Rwanda, ça n'aura pas d'impact sur le plan international. Parce que, comme je l'ai dit, la communauté internationale, qui est le véritable bénéficiaire de cette guerre ici, ne sera pas sur la table. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci de votre participation, Marius Soumbala. Je rappelle que vous êtes communicateur très proche du docteur prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, et le réparateur de femmes. Merci d'avoir répondu à nos questions. De l'autre côté, on a eu le plaisir de recevoir pour une grande première sur ce plateau et ça va continuer. On l'espère. Monsieur Damien Terranova. Vous êtes ensemble pour la République. Je suis Moïse Katumbi. Oui, je suis vice-président de l'UMAC. UMAC, allié. Non, UMAC, c'est un mouvement, une union de mouvements et associations katumbistes. Katumbistes, ok. Et nous sommes alliés, comme vous dites, ensemble pour la République. Merci beaucoup. Nous soutenons les actions de Moïse Katumbi, les actions positives de Moïse Katumbi. Lorsque la patrie est menacée, nous en devenons tous soldats. C'est l'une des phrases choc ayant ouvert la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Oui, nous faisons, en ce qui nous concerne, par ces canaux, nous faisons notre travail pour que la paix soit restaurée dans tout le foyer. Merci. Nous vous retrouvons dans un plus fort délai. Prenez soin de vous et bon week-end. Merci. À toutes et à tous. Merci.